vous n'êtes pas une philosophe embarquée, c'est la référence à Camus. Vous êtes plutôt une philosophe embarquée, vous voyez, comme quoi je ne suis pas philosophe, mais pas une philosophe engagée. Alors là, c'est la version Sartre. Mais pourtant, quand même, vous mâchez pas vos mots, notamment, une nouvelle fois, à l'encontre du président de la République. Vous le dépeignez comme héros welbeckien, la dynamique en plus, et vous dites que c'est une synthèse de la déliaison de l'humanité hors sol. Oui, si vous voulez, je pense en effet que Emmanuel Macron incarne l'humanité d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui précisément veut couper tous les fils qui nous rattachent au passé. Mais, et c'est dans cela qu'il est l'incarnation de ce progressisme. Mais si vous voulez, le point de départ de votre question était, pardon, en gros, de vous dire que vous êtes quand même très engagé pour dire des propos comme ça sur bien sûr, Emmanuel Macron. Mais attention, alors cette distinction entre un philosophe embarqué et un philosophe engagé repose sur le fait que être embarqué, c'est prendre absolument en considération le temps, l'époque dans laquelle nous vivons. Mais en revanche, ne jamais sacrifier la cause de la vérité ou de la réalité à quelque idéologie. Alors que le philosophe engagé à la Sartre, précisément, sert une cause à laquelle il est prêt à sacrifier la vérité. Donc là est quand même la distinction. Et je pense que je n'ai qu'un critère, en tout cas j'essaye de ne servir qu'une chose, c'est précisément d'abord l'humaine condition, et donc d'où ce besoin d'inscription dans une histoire, d'enracinement, et puis donc ces vérités anthropologiques, auxquelles nous sommes en train de redonner droit. Et sinon, je ne pense jamais servir quelque parti, quelque idéologie qu'elle soit. Alors, le magazine Éléments a fait de vous des philosophes, nouveaux philosophes du conservatisme. Mais quand vous dites qu'Emmanuel Macron est hors sol, mais enfin, est-ce que vous n'êtes pas hors sol vous-même? Est-ce que vous êtes capable? Tiens, je vous pose, je sais pas, quelle question? Tiens, la finale de la Coupe de France de rugby, qu'est-ce qu'il a emporté dimanche au Stade de France? Vous me répondez? Clairement. Non, ça, je ne serais pas nécessairement capable de répondre. Donc j'écoute les informations, donc j'ai peut-être entendu effectivement. Charlotte a gagné, elle vous a soufflé, elle a voulu vous aider. Elle sentait bien la piège. Attention, hors sol, par hors sol, j'entends le fait de ne pas être héritier d'une civilisation particulière qui est la nôtre. Alors, savoir si les résultats du club de rugby... C'était Clermont, ils l'ont mérité. Non, mais peut-être, mais si vous voulez, je pense que j'écoute suffisamment les informations pour savoir exactement ce qui se déroule et quels sont les enjeux d'aujourd'hui. Maintenant, le fait même que le journal accorde une telle importance aux résultats des équipes sportives est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Qu'on puisse même ouvrir le journal sur les résultats sportifs, je suis dans la ligne de Robert Redeker à cet endroit. Alors j'ai ouvert Bistroit Liberté avec la réussite de Clermont, j'aurais pas dû. On embrasse le même Toulon. Je ne vais pas me faire à nouveau le défenseur d'Emmanuel Macron. Il a la presse, il a la finance, il a la classe politique pour le faire à ma place, donc il n'a pas besoin de moi. Mais quand même, est-ce qu'on peut franchement affirmer, par exemple, comme vous le dites, qu'il est totalement acquis à la conversion de la France au multiculturalisme? Alors, écoutez, il a évoqué Jeanne d'Arc mieux que quiconque à Orléans. Il s'est émerveillé devant la cathédrale si austère de Rodez. Il s'est réjoui de sa présence au Puy du Fou aux côtés de Philippe de Villiers. On est bien loin des déconstructeurs que vous dénoncez à longueur de journée. Non, parce que il visite tous ces lieux en touriste. Mais justement, il ne se sent pas débiteur d'un héritage. Il n'a qu'un objectif, c'est précisément, et son programme était explicite sur ce point, de nous adapter au monde. Et qu'est-ce que ça veut dire, adapter la France au monde? C'est-à-dire, justement, la priver, la destituer, l'amputer de ce qui fait sa spécificité. Alors que je crois que la chose la plus précieuse pour nous, ce serait de cultiver notre exception. J'aime à citer cette phrase de Rabot-Saint-Étienne pendant la Révolution. France, vous n'êtes pas là pour... La nation française n'est pas là pour recevoir l'exemple, mais pour le donner. Or, Emmanuel Macron, justement, n'a qu'un objectif, c'est au contraire que nous ressemblions sous tous les angles à l'ensemble des autres nations. Mais à un moment paradoxal, parce que où chacune des nations appelle justement à se réincarner, c'est-à-dire à se rappelle en fait à sa spécificité, aspire à renouer avec sa singularité.
Donc c'est un contresens historique, me semble-t-il.